Hey, bonjour tout le monde, c'est Pablo Mira. Vous écoutez 168, épisode 3, le podcast qui n'a pas de gimmick d'intro. Je me suis dit que c'était une bonne phrase d'intro de dire que c'était un podcast sans gimmick d'intro, mise en abîme total. On est déjà à un niveau intellectuel très très élevé alors que ça fait à peine 10 secondes qu'on a commencé ce podcast. Il est 18h, c'est dimanche, c'est l'heure exacte à laquelle j'enregistre les épisodes de 168. Je rappelle le concept de 168 et qui est le concept incroyable à l'américaine. Comme on dit, on n'a pas vu mieux depuis le Rubik's Cube en termes de concept. Le bilan, on fait le bilan posément, calmement, après 168 heures de vie de ma part ainsi que du monde qui m'entoure, qui est évidemment bien moins important que moi-même. Hein. En tant que personne égocentrique, c'est la base de mon existence. Le monde extérieur est un accessoire de ma volonté, évidemment. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas qui écoute ce podcast, j'en ai aucune idée. Je regarde pas les chiffres, je m'en fous. Ce podcast, il est fait pour une chose, une seule chose, dire ce qu'on a un peu sur le cœur, essayer de parler sans filtre, même si j'en parlerai plus tard. J'ai horreur des personnes qui disent parler sans filtre. Mais en tout cas, d'être le plus brut possible, si c'est jouable, évidemment, puisqu'on a toujours des petites barrières psychologiques. Hein, personnage, quoi, le masque, les masques sociaux, quoi, qui tombent tous un jour, les masques. Ça, faut vous le rappeler. Petit bilan de la semaine. Alors déjà, le truc le plus important, le reste est en dessous, c'est comme ça. Voilà, il y a une hiérarchie. Hein, il y a une hiérarchie dans les souffrances, il y a une hiérarchie dans les plaisirs aussi. Reprise, j'ai joué, putain, j'ai fait mes premières scènes. Alors étrangement, il y en avait 3 cette semaine. 3 galas pour France Télé. Dieu a dit, France Télé sera sur ta route cette semaine. J'ai fait 3 galas, donc j'ai présenté 2 sketchs plus un autre truc un peu en mode revue de presse. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de refaire son métier. Ça fait du bien, de refaire son métier, et puis ça fait du bien de réincarner, de se réexprimer, tout simplement de faire sa passion, en fait. Parce que faire des blagues, c'est ma passion, j'en ai pas d'autres. Même les jeux vidéo que j'aime bien, bah, c'est un peu en dessous. Les mangas, j'adore, c'est un peu en dessous. Zizi Pampan, j'adore Zizi Pampan, mais c'est en dessous de faire des blagues. C'est comme ça. Et donc voilà, on a fait quoi? J'ai fait un gala, les comiques préférés des Français. Alors un truc de ouf, c'était au Dôme de Paris. Dôme de Paris, donc c'est un palais des sports, sauf qu'il n'y avait que 200 personnes dans la salle parce qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est très étrange de faire un sketch qui a très bien marché au demeurant, parce que le sketch est assez puissant quand même. Voilà, c'est comme ça. Face à 200 personnes, quoi, dans une immense salle. Mais ils étaient très chauds, ils étaient très bien. Alors, c'était des gens qui étaient payés, hein, parce que voilà, le public, soit c'est des volontaires qui viennent d'une assoce ou machin, soit c'est un public qui est payé. Là, ils étaient payés. Donc, on a atteint ce truc-là fou où, genre, le public est payé pour assister à des gens qui font des blagues sur scène. On en est là. Écoutez, c'est pas grave. On regarde le monde se transformer de manière très étrange. Mais quoi qu'il en soit, c'était un bon moment. Avec évidemment la prévention. Hein, voilà, on a mouillé les couches avant de monter sur scène. Mais ça s'est très bien passé. Et c'est quand même un putain de métier que de faire des blagues. C'est vraiment très très bien quand même. Quand ça se passe bien, quand tu rencontres ton public et que le sketch que tu leur proposes prend bien, c'est genre mortel. Après, il y a eu l'autre gala que j'ai fait le lendemain, je crois. Rire contre le racisme au Cirque d'hiver. Très joli endroit, mais trop d'humoristes, trop. La soirée est trop longue. Trop longue. Des longueurs de chacal. À voir comment ils gèrent ça au montage. C'est leur problème. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est leur responsabilité. Ça se voit que je suis des cours de développement personnel ces derniers temps. Je regarde un MOOC. Bref. Et enfin, troisième gala, celui qui m'a fait extrêmement plaisir. Les autres aussi m'ont fait plaisir, mais celui-là un peu plus. Gala à Saint-Étienne pour France Télé. Gala organisé par, alors qui était chapeauté, présenté par Alex Vizorek et, euh, et organisé par Farid, qui est un pote qui m'a fait venir jouer déjà 2 fois à Saint-Étienne. Et gala qui sera donc filmé donc pour Culture Box, ensuite je crois France 2, un truc comme ça. La programmation est chaotique pour ce gala-là. Mais énormément de plaisir. Énormément de plaisir. J'ai présenté un sketch qui était moitié de
récup d'un sketch qui existe déjà dans mon spectacle et de nouveaux matos. Et ça a très bien marché. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est le moment sur scène, évidemment, mais c'est aussi tout l'avant et tout l'après, euh, avec les copains et copines humoristes qui étaient présents, tant sur ce gala-là que sur les autres. Les comiques préférés des Français, il y avait Donald Jackson, Jean-Luc Lemoyne, qui j'ai croisé d'autres. Elodie Pou qui était sur les 3 galas où j'étais cette semaine. C'est-à-dire que j'avais pris un forfait Elodie Pou. Sur le deuxième gala, Rire contre le racisme, il y a des mecs. J'ai bien rigolé avec Samy, le comte de Boudherbala. Il y a aussi Tariq qui est aussi animateur sur Beurre FM. Je sais pas s'il l'a encore, mais en tout cas, il est aussi hyper balèze en stand-up. Il est pas mal au Paname, au Fridge, ce genre de choses. Euh, il y avait Edgar Rive aussi. Et on s'est bien marré. Et c'est ce que j'aime aussi dans ces moments-là, c'est que euh, on n'arrête pas de dire des conneries avant, après. Et à Saint-Etienne, il y avait des gens très bien. Alors, il y avait les anciens, Michel Boujna, Anne Roumanoff. Il y avait les newcomers, les Guillermo Guise. Il y avait Morgane Cadignan, j'espère que je dis bien son nom. J'ai découvert aussi Cody, que vous commencez peut-être à connaître. J'en sais rien, je sais pas ce que vous regardez. Je suis pas un gafard, hein. Je vous espionne pas à longueur de temps, vous savez. Bruit de bouche. On est sur un podcast, on est vraiment dans l'authenticité, ouais, voilà. Non, Cody que j'ai découvert, donc qui est belge et qui a un peu explosé dans un truc qui s'appelle le Cactus ou le Grand Cactus, qui est sur la RTBF et qui est en train de débarquer en France, notamment sur M6. Et adorable, très doué pour le comique de personnage, mais très marrant. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'après le spectacle, bah, on s'est juste posé, on a bouffé à l'hôtel, parce qu'on n'avait pas le droit de bouffer dehors, évidemment, mais tant mieux, pourquoi pas, on s'en fout. Et juste faire des vannes jusqu'à 3 heures du matin. Euh, et j'avais oublié à quel point ça pouvait être sympa ce genre de gala quand ça se passe comme ça, parce que là, il se trouve que les gens, je pense, avaient envie de rejouer sur scène, ils avaient envie de sociabiliser et tout. Et quand ça se passe comme ça, c'est vraiment très, 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 très chouette. J'aime l'esprit de troupe, quoi, de bande. Alors je me demande pourquoi je fais ce podcast tout seul, face à moi-même, en fait. Et, bref, en tout cas, j'espère que je vais pouvoir remonter sur scène parce que là, ça se trouve, je viens de me taper 3 galas dans une semaine, mais je vais pas pouvoir remonter sur scène avant 3 mois. Il faut que je trouve une solution. Je vais réfléchir, je sais pas, faut que je trouve une idée. Faut que je fasse quelque chose sur internet avec des potes humoristes si jamais on peut plus remonter sur scène, mais on va faire des blagues ensemble parce que là c'est genre juste pas possible de plus avoir accès à ce genre de moment de vie là quoi. Et ce que ça m'a rappelé aussi, c'est que j'adorais ce métier quand même. Et je vous dis la vérité, il y a un moment, deuxième confinement, j'ai commencé à me dire putain, mais attends, est-ce que je vais pouvoir refaire des vannes un jour enfin, je veux dire professionnellement, continuer à vivre de ce métier-là. Alors ça va, hein, j'ai encore une petite marge de sécurité, hein. Il y a un petit matelas épais. Je suis un écureuil hein, financièrement, vous me connaissez. Euh, donc entre les économies, le chaume du, tout ça, je peux durer encore voilà 2 3 siècles. Mais je suis une tortue moi financièrement. C'est-à-dire, je vieillis très lentement. Mais non, non, mais il y a eu cette peur-là. Il y a eu cette peur-là de genre, est-ce que je vais pouvoir remonter sur scène et continuer à vivre de mon métier. Et moi, je me disais, putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais devoir me reconvertir, faire de la finance ou ce genre de choses? Et après, je me suis dit, Pablo, si tu dois te reconvertir, bon bah, suicide-toi, quoi. Et c'est ce qui arrivera hein, si je suis obligé de prendre un boulot alimentaire un jour dans ma vie, quoi. Je pense que je me flinguerais, quoi. Enfin, je me flinguerais, je me mettrais pas voilà, un pistolet sur la tempe, hein. Je ferais un truc plus efficace, je regarderais un Blu-ray de Taxi 5. Mais je fais quand même partie de ces gens pour qui faire autre chose de sa vie, ça n'a absolument aucun sens que de faire la passion qu'on a. Et le fait d'avoir fait ces galas, ça m'a rappelé quand même que putain, je me suis un peu battu, pas en me disant je vais me battre, mais la réalité c'est qu'il a fallu un peu se battre et être patient et déployer de l'effort pour faire ce métier, en vivre, trouver sa place, trouver son public. Et j'ai pas envie de perdre ce plaisir, cette place. Donc on va essayer de se taper hein, contre la vie, contre la société, contre Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, parlons-en. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire ken sur la culture. Là, il y a un quart d'heure là, avant d'attaquer le podcast. 168, parce qu'il y a 168 heures dans la semaine. Hein, c'était bien pensé comme concept.
Non, je regardais juste avant d'enregistrer interview de Benjamin Biolay, sorti des Victoires de la musique, et qui dit oui, j'ai l'impression qu'on a été un peu pris pour des poires, parce qu'en fait, on aurait pu jouer l'été dernier, on aurait pu faire des concerts et tout ça. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que nous, les acteurs de la culture, alors je vais pas parler des restos, je vais pas parler des gens qui font du sport et tout ça, pour qui j'ai énormément d'empathie aussi, parce que j'ai des potes voilà, qui ne peuvent plus bosser et sont dans ce genre de profession. On va parler que des gens de la culture. J'ai l'impression qu'on s'est fait ken, les amis. J'ai l'impression, j'ai pas encore les preuves. Je suis en train de monter le dossier. Bon bah pour l'instant il y a juste 2 feuilles A4, hein, avec un post-it avec marqué acheter du surimi. Mais le dossier est en train de se constituer. Je crois qu'on s'est fait ken. Hein, on nous a dit attention la culture c'est dangereux machin et tout. Roselyne, il y a 3 jours, elle était en train de dire bah c'est vrai qu'il y a aucune étude quand même qui montre que un théâtre ou une salle de concert, bon bah ça donne du coronavirus dans les gens. Et donc là, on est peut-être en train de se rendre compte. Même moi, hein, je vous le dis, hein, moi je suis plutôt un bon soldat. C'est comme ça, c'est dans mon caractère. On me dit, oui, il faut faire ça pour le bien commun, machin et tout. Je le fais, je joue le jeu. Mais là, je crois qu'on est en train de se faire ken. Je sais pas si je vous ai dit qu'on était peut-être en train de se faire ken. Je sais pas si je vous l'ai évoqué. Hein, on en a parlé, vous et moi. Ah ouais, d'accord, bah. Je crois qu'on est en train de se faire ken et qu'on a été un peu trop gentil, naïf, docile. Je pense que nous, les gens de culture, on est vachement plus dociles que d'autres professions. Les restaurateurs, ils ont ouvert leur restaurant clandestinement. Quel théâtre a ouvert son théâtre clandestinement? On n'a pas eu un seul témoignage. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Alors oui, on essaie de s'adapter, machin. On va sur le streaming, on fait de la vidéo. On réenchante le quotidien, quoi. Mais non, non, j'ai l'impression qu'on est hyper docile. Putain, ça me fait chier. On est trop des. Parce que je pense qu'on a envie de. On n'a pas envie de se faire rejeter, on n'a pas envie de se prendre un coup sur les doigts, on a juste envie de faire notre boulot plaisir. Hein, et on est des trop bons petits soldats. Même moi, j'ai honte. J'ai honte. Hein. Il faudrait que je sois révolté, mais j'y arrive pas. Même là, quand je suis en train de vous parler, j'ai une tisane nuit tranquille. Il est 18h12 au moment où je vous parle. Bon, bah voilà, ça respire pas le révolutionnaire hein, de mon côté. Donc, s'il y a des artistes qui ont beaucoup plus de cran que moi, de courage, qui sont prêts à perdre des choses pour faire entendre leur voix, allez-y, faites-le pour moi parce que moi, j'y arrive pas. C'est pas mon éducation. Mais je vais essayer. Hein. Je vais essayer de faire un truc. Mais là, pour l'instant, je suis en échec. Faut que je brainstorm un peu. Hein. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, passons à autre chose que la culture. Hein, j'ai pas envie de parler de moi, de mon métier en permanence. J'ai vu passer un truc, les amis. J'ai vu passer un truc. C'est un article. Alors attendez, je vais essayer de vous réouvrir le truc. Si ça marche, article du Monde. Car je suis un bobo. Ouais, j'écoute France Inter le matin. Ouais, 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 j'ai des graines de chia, c'est moi. Et tout ça est vrai. Article du Monde, je vous donne le titre. Il nettoie, repasse, au pluriel, hein, il nettoie. Il nettoie, repasse, étend le linge. De plus en plus d'hommes donnent un coup de balai aux stéréotypes. Article dans la catégorie égalité femmes-hommes. Article du 29 janvier qui nous décrit ces nouveaux héros du quotidien, ces hommes qui ont décidé de s'éloigner de la masculinité toxique, c'est tellement dur à dire, pour vivre des nouvelles formes de masculinité. Et j'en ai plein le cul. Et ben tiens, bah voilà, c'est dit comme ça. Non, non, j'en ai plein le cul de ce genre d'article. Euh, alors attention, je vais faire la part des choses. C'est très très bien qu'il y ait un équilibre des tâches ménagères au sein du couple. J'ai grandi moi quand même dans une famille où mon père, on était sur une vision à l'ancienne. Hein. C'est mon père, voilà, il bossait beaucoup. L'idée c'était qu'il ramenait de l'argent pour nourrir la maison. Après il rentrait le soir, c'était slip et main sur le scrotum quand même, devant la téloche. Et c'était ma mère qui charbonnait de ouf sur le repas, la vaisselle, le ménage et tout ça. Et après moi j'ai essayé d'aider un petit peu ma daronne. Et c'est horrible. Et je me souviens, pour ma daronne, c'était horrible. Elle avait une charge de travail, mais genre monumentale. Mais genre. Et en plus, elle s'occupait de l'éducation. Enfin bref, c'était fou, 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 fou. Et c'était horrible. Donc c'est très bien qu'il y ait un équilibre des tâches au sein du couple. Sauf que moi, ça me casse les couilles qu'on me présente les mecs qui font des tâches ménagères comme des nouveaux héros.
Déjà, d'où sortent ces hommes? Est-ce qu'ils n'ont pas été à un moment donné célibataires dans leur vie et dans leur propre appartement et être en charge de la totalité des tâches ménagères? Ce qui, genre, a été ma vie pendant de très nombreuses années, ce qu'il est un petit peu encore aujourd'hui parce que Mamour, elle habite pas chez moi, j'habite pas chez Mamour, on a deux appartes séparés et chacun s'occupe de son ménage, au fait. Voilà, moi je le fais pour que lui offrir un beau parquet ciré quand elle arrive, et puis elle aussi, elle fait le ménage de son côté. Et genre, j'ai pas envie d'être présenté en héros, je pense pas que je le sois. Je suis peut-être sur d'autres choses, hein, notamment Warzone, hein, où je suis assez fort quand même ces derniers temps. Je suis en progression, la courbe est ascendante, mais j'ai pas envie d'être présenté en héros parce que je fais la moitié des tâches ménagères dans mon couple à la maison. Et d'ailleurs, quand j'ai été en couple avec une nana au sein d'un même foyer, je pense qu'on se partageait à peu près les tâches. Et j'ai pas envie, ça me saoule, c'est juste on se partage des trucs. Et de présenter des cums comme ces nouveaux conquérants des égalités hommes-femmes juste parce que, ok, ils ont mis des assiettes dans un lave-vaisselle, ça me fatigue un peu. Et alors après, derrière, il y a ce truc-là. Il y a une immense tendance. Alors, c'est sûr que moi, je vais chercher mes articles sur Le Monde parce qu'il y a toujours des petits sujets intéressants. Mais c'est vrai que si je vais chercher sur Le Monde, il y a plus de chances que je tombe sur ce genre d'article. C'est les gens qui, voilà, dont on vante le fait qu'ils s'affranchissent de l'ancienne masculinité et qu'ils explorent les nouvelles masculinités. Ça, j'en peux plus. Ça, je suis fatigué. Comme si, de base, déjà, l'ancienne masculinité, c'était pas bien. Hein. Bon, bah voilà, déjà, on va essayer de repartir sur des bases solides. On va faire le tri hein, dans la masculinité, on va dire, classique, traditionnelle. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à chier? Il y a sûrement des deux. Il y a sûrement des trucs vraiment à chier, à jeter. Euh, Comme par exemple le fait de penser que les femmes sont des outils du, de la vie. Voilà, ça c'est bon, bah ça on met de côté, les amis. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres choses dans la masculinité à l'ancienne qui peuvent être sympas à garder quand même. Genre juste, on fait un peu la part des choses. Les gens, en fait, un peu de l'esprit de nuance. Ça vous dit ou pas? Ouais, ouais, ok, super. Je vous mets de l'avocat avec. Non, mais c'est juste d'essayer de penser un peu les choses de manière un peu complexe et pas genre juste de tomber dans cette vieille opposition entre l'ancien monde et le nouveau. Dans l'ancien, il y a du bien, hein, et dans le nouveau monde, il n'y a pas forcément que des belles choses. Hein. Ça, je pourrais vous en parler sur plein d'autres sujets. Ouais, je suis en colère. Hein. Je me rends compte que ce podcast, il me met dans une énergie chafouine. Là, je pense que j'ai un ulcère. Ouais, je le sens. Ouais, là, vous voyez, je suis en train de palper mon ventre et je sens qu'il y a du sang quelque part. Un autre exemple d'affranchissement de la masculinité à l'ancienne. Bon, bah, je l'ai vu sur Le Monde, hein, je suis désolé. Les poils, les amis, il y a eu un article sur ces hommes qui se rasent, qui s'épilent et qui s'affranchissent de l'ancienne masculinité. Et alors, je sais pas quoi vous dire sur les poils, si ce n'est que genre il faut arrêter de présenter les choses de manière binaire en mode les garçons qui acceptent de se raser, c'est cool, au même titre que les garçons qui acceptent les nanas qui se laissent pousser les poils, c'est cool. Genre juste d'arrêter de dire un mec sans poils c'est mieux et un mec avec des poils c'est à l'ancienne c'est pas bien. Moi je suis un mélange des deux. C'est-à-dire que on va dire les choses très clairement. Heureusement que vous n'êtes pas en face de moi parce que sinon j'aurais pas le cran de dire ça. Je suis une boule de poils. Sauf que évidemment il y a un travail de déblayage hein, qui est à peu près bimestriel. Non, non, qui est à peu près une fois tous les mois ou tous les 2 mois sur les aisselles. Parce que voilà, moi je suis une petite boule hispanique. Je sue de l'huile d'olive à longueur de journée. Donc les aisselles, évidemment, je fais un petit déblayage pour offrir une odeur pas trop désagréable à Mamour. Le scrotum, bon bah voilà, il y a un petit coup de Karcher, il y a un petit coup de tondeuse pour offrir une surface lisse, quoi, pour pas que ce soit juste des argouzes. Argouze, je sais plus quel est le nom de ce fruit. Recherchez ce fruit-là, hein, vous allez avoir une belle image. Euh, c'est tout, mais juste voilà, essayer ça c'est des trucs pour ma partenaire, quoi, pour essayer d'avoir une petite hygiène de vie, quoi. Mais le reste, je vais pas non plus me forcer à m'épiler ou à me raser la totalité du torse, des cuisses, du haut des panards, de la nuque, parce qu'il se trouve que voilà, j'ai du lichen au niveau de la nuque et du haut des épaules. Hein, je vous dis que quand je vais avoir 70 ans, ça va être des moutons de poussière que je vais avoir sur le haut du corps, l'enfer.
Mais j'ai pas forcément envie pareil qu'on me présente parce que je me rase les couilles, excusez-moi de le dire comme ça, ou que je me rase le torse ou les aisselles, qu'on me présente comme un nouveau héros de la masculinité. Non, c'est bon, ok, je le fais parce que je trouve que c'est mieux pour la partenaire et genre, c'est juste un choix personnel et arrête de faire des catégories avec un jugement de valeur bien ou mal sous-jacent quand tu parles du fait de s'épiler ou pas. Euh, et je pense que ça peut être exactement la même chose pour une nana, au fait. Rien à foutre que ce soit une nana qui s'épile ou pas dans l'absolu. Je vais pas faire de jugement de catégorie. Moi, il se trouve que j'aime les nanas euh, plutôt bien épilées et rasées. Mais si c'est parlons du pubis, juste un blanc de poulet, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc juste, moi c'est mon goût, juste trouver un juste milieu. Et si tu es d'accord avec ça et que tu fais un effort pour t'adapter à mes goûts, très bien. Et inversement, si je suis d'accord pour m'adapter à tes goûts et que tout ça colle, très bien. Mais juste arrêtons de faire des gros sermons dessus sur ce qu'il faudrait pas. Juste laisser les gens tranquilles, laisser les gens tranquilles, vivre leur truc dans leur individualité, voilà, sans avoir d'effet de mode et tout ça. Voilà, je suis en colère. Je suis en colère. Hein. Et voilà, je suis toujours à mi-chemin entre un truc un peu progressiste, un truc un peu conservateur, un truc, voilà, je suis désolé. Je suis un espèce je suis comme ça, je suis la fusion chelou d'un point de vue idéologique de Pascal Pro et Alice Coffin. Bon, voilà, ça donne ça. Si on parlait d'autre chose, tiens, bah voilà, ça va encore parler des catégories. Oh là, je vais être énervé. Hein. Oh là là, et puis je regarde le quatrième sujet là sur mon fichier Word qui est en face de moi, le quatrième sujet dont je vais parler. Promis, prochain épisode, j'essaie de vous parler d'un truc un peu positif parce que là, c'est que des coups de gueule. Mais parce que je fonctionne à la rage, quand même. Hein, la rage. Troisième sujet, alors là, on parle beaucoup des jeunes hein, ces derniers temps. Avoir 20 ans en 2021, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est pas dur? Est-ce que c'est plus dur? L'avenir, donner du sens à son quotidien. Oh mon dieu. Non, et j'ai vu passer une énième émission sur les jeunes. Alors bien sûr, hein, ça doit être dur d'être jeune en 2021. Ça doit être peut-être dur d'être jeune tout court, j'en sais rien. Mais genre, c'est une catégorie tellement large, jeune, que est-ce que c'est possible de faire une grosse affirmation ou une grosse négation sur ce que c'est être un jeune ou une jeune en 2021? Je vous lis un passage que j'ai vu. On est sur un passage sur France Inter. Voilà, ça c'est mon côté Alice Coffin évidemment. La jeunesse est un art, écrivait Oscar Wilde. Et au temps du coronavirus, la plupart des jeunes sont empêchés de déployer l'art d'aimer. Première connerie! Que ça veut dire quoi être empêché dans le déploiement de l'art d'aimer? Bah non, en fait, si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes. Il n'est pas euh, empêché. Soit tu le vois, soit tu le vois pas, soit tu lui parles au téléphone, soit tu lui parles pas au téléphone. C'est comme ça. Et en quoi être jeune, c'est être plus empêché dans son art d'aimer. Ça, j'ai pas bien compris. Euh, donc la plupart des jeunes sont empêchés de déployer l'art d'aimer, l'art du partage. Ah oui, d'accord. Bon, bah là encore, pourquoi être jeune, on t'empêche plus de partager que quand on est vieux? Et partager quoi? Un verre, une planche mixte, une sortie au cinéma? Bon, bah ça concerne pas vraiment que les jeunes. Les concerts, non plus. L'art d'expérimenter, pareil, grosse connerie. De jouir, de se lier, l'art de la fête, de rire, de se déployer, d'espérer, l'art de se projeter. Donc en fait, on est juste sur une description de tout ce que le coronavirus a, genre, a priori, plus ou moins, entravé depuis qu'il a débarqué, mais ça n'a aucun rapport avec le fait d'être jeune. Euh, un vieux est aussi entravé dans son art de faire la fête, faire un barbecue, qu'un jeune d'aller dans ce que tu veux comme soirée de jeunes. Euh, donc moi ça me fatigue d'avoir de tomber sur des pensées comme ça qui sont manichéennes, généralisantes, euh,
Et puis d'où il parle. Et au temps du coronavirus, la plupart des jeunes sont empêchés de déployer. La plupart des jeunes, mais d'où tu parles? Il y a une étude, il y a l'INSEE, il y a l'Ipsos, il y a IFOP. Est-ce qu'il y a un acronyme qui a l'air un peu scientifique à la clé pour me prouver que tu as raison? Non, non, mon ami. Alors tais-toi, jeune journaliste. Bref, je suis en colère. Je suis en colère. Ça fait partie des quelques conneries que j'ai repérées euh, en ligne cette semaine. Mais je crois qu'il y en a. Je vais vous dire des conneries comme ça. En vrai, je pense qu'il y en a genre 1000 par semaine qui sont publiées sur tous les types de sites possibles. Là, c'est France Inter. Avant, c'était Le Monde. Mais si tu tapes sur des médias un peu plus de droite, Figaro, euh, Causeur, l'incorrect, valeur actuelle, j'en parle même pas. Valeur actuelle, mon Dieu, chaque ligne c'est une connerie. Chaque ligne c'est une connerie. Je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils sont en conférence de rédaction. Et il y a le directeur de la rédaction, le rédacteur en chef, il dit alors, bon les amis, quel est le plus con de la bande? Là il pointe du doigt quelqu'un, voilà. Et cette personne-là, qu'on va appeler Gontran, et bah Gontran, ils disent Gontran, tu vas écrire 90% des articles. Nous, on va juste repasser derrière, on va corriger quelques fautes d'orthographe, mais c'est toi qui va dire ce qu'on pense cette semaine. C'est affligeant, c'est affligeant. Bref, je suis en train de partir. Voilà. J'étais content. J'ai commencé le podcast, j'étais content. Je vous parlais du fait de faire des blagues sur scène et j'étais content. Et là, je repense à Valeur Actuelle et ces fils de pute, ils sont en train de me rendre pas bien. Ouais, j'ai dit son of a bitch en français, ouais. Ouais, j'ai dit ça, ouais. Bon, est-ce que je suis fier? Pas sûr. J'en sais rien. Allez, tiens, on va parler du quatrième sujet. C'est un bon sujet celui-là. J'en ai jamais parlé, mais il m'intéresse. Les humoristes, je l'ai intitulé comme ça, les humoristes qui se transforment en porte-voix des magots. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. C'est une tendance, hein, c'est une tendance depuis 5-6 ans. Les humoristes qui, en fait, piquent un coup de gueule, à un moment donné, et qui sentent que ça marche, et qui continuent, et qui petit à petit enlèvent toute forme de vanne, toute forme de charisme, toute forme de travail de recherche, et deviennent juste au fait des Daniel Balavoine sans aucun apport artistique. Alors vous êtes en train de me dire, et je sais que vous êtes en train de me dire, à travers votre portable ou votre ordinateur, ce qui est débile parce que je vous entends pas, vous êtes en train de me dire, Pablo, ce serait pas exactement ce que tu serais en train de faire avec ce podcast 168, épisode 3. Vous avez complètement raison. Sauf que ce podcast, je le vois pas vraiment comme un objet humoristique. Je le vois juste comme un truc artistique, d'archive de l'état d'esprit du moment dans lequel je suis, au moment où j'appuie sur Rec, sur GarageBand, qui est le logiciel avec lequel j'enregistre. Je vois pas du tout, je travaille pas du tout, je l'appréhende pas du tout ce format-là comme un épisode de 2, une chronique de France Inter, une intervention dans les grosses têtes sur RTL, un sketch en spectacle, une revue de presse des haters sur Quotidien. Ça n'a aucun rapport. Euh, Là, c'est un exercice juste de voir comment l'esprit arrive à se parler à lui-même. Et il se trouve que je l'enregistre et que je vous partage cet exercice, cette expérience. C'est même pas un exercice artistique abouti. Là, c'est ce qu'on appelle les rushs dans le milieu de l'audiovisuel. Vous êtes dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-cuisine. On est au niveau du frigo et puis il y a des barquettes d'aligot que je suis en train de sortir. Non, et donc bref, moi ce qui me fait chier, c'est qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui, alors qu'ils proposaient des choses de qualité, se font embarquer par les coups de gueule des magots et qui oublient complètement qu'en fait il faut mettre des blagues parce que tu es humoriste, donc il faut être drôle. Parce que s'il suffit juste d'écouter un coup de gueule, bah dans ce cas-là, j'écoute Jérôme Rodriguez, j'écoute Jean-Luc Mélenchon, j'écoute des professionnels du coup de gueule, j'écoute les copains d'Ozon causer, qui sont hyper forts et intelligents et câblés, mais un humoriste, j'ai envie qu'il me fasse rire en fait. Euh,
Après, il n'a pas besoin de me faire rire toutes les 10 secondes, mais genre, il faut qu'il y ait une base un peu solide. Et puis, le problème, c'est que les humoristes, on est un peu les Miss France en termes de coup de gueule. C'est Porte Ouverte Land. C'est le salon de la porte ouverte. Alors, attendez, c'est quoi votre porte ouverte là, ouais? Ok, je vais rentrer dedans. Je vais l'enfoncer. Non, non, c'est un enfer. Déjà, on est moins intelligent que des universitaires. Des mecs qui ont les mains dans le cambouis sur un sujet bien précis. Donc, quoi qu'il arrive, on dira des choses moins intéressantes, moins complexes, moins vraies euh, que d'autres personnes. Donc, notre valeur ajoutée, c'est d'être drôle quand même, je crois. Enfin, dites-moi, je vous écoute. Je vous entends pas, évidemment. Voilà, voilà, voilà. Vous n'avez plus rien à dire, en fait. Votre parole est inaudible. Il y a un autre truc aussi que j'ai vu passer pas mal ça. Je vous en ai parlé au début de cet épisode. C'est les gens ou les artistes. Je vais parler des artistes, mais il y a aussi des gens qui se présentent comme ça, qui se disent: Ah, mais attends, moi je suis sans filtre. Ah, moi je dis les choses telles qu'elles sont, quoi, de but en blanc. J'ai horreur des gens qui disent être sans filtre, car ils sont toujours avec un filtre au bout d'un moment. Et jamais les gens qui disent qu'ils sont sans filtre, ils sont genre vraiment. Enfin, ils sont jamais plus sans filtre que les autres. Ils ont le même degré de non-authenticité ou de non-sincérité que les autres qui disent pas qu'ils sont sans filtre. Je sais pas si vous m'avez suivi. Mais en gros, ce que je dis, c'est que les gens qui disent être sans filtre, et les humoristes surtout, c'est souvent de la posture, quoi. Moi, des fois, j'ai l'impression d'être sans filtre. Et au fait, je me rends compte qu'au fait, je continue à être toujours dans un espèce de personnage, à pas dire complètement ce que je pense pour pas froisser la personne en face, à pas créer de fausses notes, à pas créer de tension, ce genre de choses. Euh, et c'est un putain de combat d'essayer d'arriver à être le plus sans filtre possible, dans la mesure où c'est un idéal. Vous savez, moi, dans mes grands modèles philosophiques, c'est quand même Diogène de Sinope, l'une des grandes figures du cynisme, le cynisme grec antique, qui était vraiment un personnage sans filtre, pour le coup, et ce qui lui a valu d'être pas mal marginalisé, etc. etc. Ça, c'est un grand modèle, mais c'est un idéal. Et je vois tellement, tellement de gens revendiquer une posture sans filtre, et je me dis que c'est devenu un argument marketing, en fait. On vit dans une époque où tout est tellement lissé, chiadé, où tout le monde est en posture permanente, peu importe la posture d'humoriste, posture de journaliste, posture de parent, posture d'amis, de ce que tu veux, que la recherche d'authenticité est devenue comment dire, un argument qu'on récupère, quoi, dans la communication. Et donc bref, ça, juste après, je me suis rendu compte aussi, on pourrait élargir, que quand quelqu'un revendique quelque chose à propos de lui, généralement il est le contraire. Ça, je me suis rendu compte quand j'ai été tombé un jour sur un producteur. euh, on avait développé un format et tout, et il disait, moi je fais pas ça. Si on fait ça, c'est vraiment pas pour l'argent, hein, c'est vraiment voilà, pour se faire plaisir et faire un truc cool. Et j'ai fait: Ah ouais, d'accord, oh bah, c'est cool. Et il se trouve que dans le contrat, après, en fin, sur le business, on s'était fait ken. Et c'était eux qui avaient quasiment raflé toute la mise thune sur ce projet-là. Et ça m'avait ouvert cette case-là, qui est que quand les gens, dans le discours sur soi-même, les gens sont généralement à l'opposé de ce qu'ils revendiquent à propos d'eux-mêmes, de la façon dont ils se présentent. C'est une belle leçon de vie, d'humanité, que je viens de vous partager. Vous pouvez réagir au 8 12 12, ou alors plus facilement sur mon mail pm@pablomira.com. Je suis narcissique, bien sûr, je suis humoriste. Voilà, en gros, c'était un peu les sujets que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas si vous en intéressez. Je ne sais pas si ce podcast vous intéresse globalement. Je ne sais pas si l'univers du podcast vous intéresse. Même, est-ce que la vie, les autres, le son, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Là, on est parti très très loin. Là, on est parti en route.
La route des vacances, celle qui mène à Palavas-les-Flots. 3 saisons d'affilée quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans. Et là, je me transforme en Edouard Baird, donc j'arrête ça tout de suite. Chasse gardée, Edouard. J'ai bien compris. J'aurais dû appeler ce podcast digression ou 30 minutes de digression. Peu importe. Allez, je vais le terminer là. Je vous ai raconté les choses les plus importantes de ma vie et de ce que j'ai vu dans le monde, de ce qui m'a interpellé dans le monde ces 168 dernières heures. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais des petits bessos, hein, évidemment sur toutes les parties du corps, y compris les plus purulentes, en effet, c'est vrai. Je vous embrasse, portez-vous bien. On se voit la semaine prochaine, lundi prochain, hein, parce que ça sort les lundis, 168. Allez, mes